Ravi de vous retrouver, bonsoir à tous. Nous terminons cette année plutôt avec une thématique pédiatrique. Nous sommes en plein hiver et l'hiver, vous le savez, est souvent ponctué d'infections qui touchent les enfants mais aussi les nourrissons. Depuis quelques semaines déjà, les spécialistes de la petite enfance ont constaté une intense épidémie de bronchiolite chez les enfants, notamment les nourrissons de moins de 2 ans. Presque tout le nord du pays est aujourd'hui en phase épidémique. Le plus souvent bénigne, cette infection peut parfois être responsable de complications chez les enfants les plus fragiles. Nous parlerons ce soir de cette épidémie qui peut être confondue aussi avec des cas de Covid-19 chez l'enfant. Nos services de pédiatrie sont-ils fragilisés suite à cette flambée de cas de bronchiolite? Avec mes invités, on tentera de vous donner les moyens de prévenir la bronchiolite, mais surtout ses complications. Enfin, nous évoquerons l'asthme de l'enfant qui peut être étroitement lié à la bronchiolite. Et puis, pour développer autour donc, de cette thématique, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Aïssette Linda. Vous êtes chef de service pédiatrie à l'hôpital de Tipaza. Bonsoir. Bonjour. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Nafti Salim. Vous êtes pneumophysiologue, vous êtes également ancien président de la Société algérienne de pneumophysiologie. Bonsoir. Bonsoir, Je merci. rappelle qu'aujourd'hui vous êtes installé à votre compte. Merci, tout à fait. Oui, et j'ai également le plaisir de recevoir professeur Drali Wardia. Vous êtes chef d'unité au service pédiatrie à l'hôpital Nafissa Hamoud, ex-Parnay. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir monsieur Saadawi Rachid. Vous êtes président de l'association algérienne de solidarité aux maladies respiratoires. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Je le disais donc en préambule, nous terminons cette année en s'intéressant à nos enfants et cette épidémie donc, de bronchiolite qui touche nos hôpitaux en ce moment. Nous sommes clairement devant une épidémie depuis quelques semaines déjà. Elle est arrivée cette année précocement, me diriez-vous, professeur Aïssette. Elle touche les plus jeunes, elle rajeunit. Elle est plus virulente que l'année dernière. Ou l'année où le virus n'avait pratiquement pas circulé. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Pourquoi cette explosion cette année? C'était prévisible. Hein, quand on a vu cette année exploser, les chiffres ont explosé un peu précocement, comme vous l'avez dit. C'était parce que l'année dernière, on était en plein confinement, d'accord, et les mesures barrières étaient vraiment respectées parce qu'on était en plein dans la deuxième vague de la Covid. Et donc, les enfants n'ont pas été exposés. C'est clair, on n'a pas vu le VRS passer l'année passée. Il n'y a pas eu d'épidémie de bronchiolite qui sévissait les années précédentes, même avant le Covid. Début octobre, on avait les épidémies qui allaient jusqu'en mars et avec le pic en décembre. L'année passée, on n'a pas vu ça. De novembre jusqu'à mars. Cette année, ça va fin octobre, début novembre et ça va jusqu'en mars, début mars, avec un pic en décembre. La mi-décembre, c'est toujours le pic. Annuellement, on connaît ça. On est en plein pic. C'est-à-dire que cette année, ça a un peu changé. Ça a commencé un peu précocement. Et comme on parlait tout à l'heure... Quand on dit précocement, ça veut dire quand? Ça veut dire que ça a commencé un peu en octobre, voire fin septembre. Cette année, on a commencé à avoir des cas de bronchiolite. Et d'ailleurs, on suspectait la Covid, c'est clair. Mais voilà, c'est arrivé comme ça cette année. Actuellement, il y a un peu moins... Les cas sont moindres au niveau de tous les hôpitaux. À se calmer. Voilà, à se calmer. Bon, on s'attend... On est en train de se dire, bon, il y a une accalmie, mais on ne sait pas comment que ça va évoluer. Mais voilà, c'est parce que l'année passée, le VRS n'a pas circulé. Cette année, il circule parce qu'il n'y a pas de confinement. C'est en septembre que le confinement a été levé et que vu que l'année passée, il n'y en a pas eu, cette année, il y en a. Et on dit que c'est bien parce qu'on sent que c'est le SARS-CoV-2 qui perd de sa virulence, vu qu'il y a les autres virus qui émergent. Oui. On l'a dit aussi. Donc, pour le virus de la grippe. De la grippe, voilà, tous les virus réémergent. Donc le SARS-CoV-2 est en train de perdre de sa virulence. Oui. Voilà. Professeur Nafti, alors il y en a d'autres aussi qui pourraient avancer d'autres théories, qui diraient par exemple que si aujourd'hui on est face à une pandémie ou à une épidémie plutôt de bronchiolite qui explose avec autant de virulence, c'est aussi parce que nos enfants ont été surprotégés peut-être pendant la période de la Covid et aujourd'hui ils seraient fragilisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, c'est une hypothèse tout à fait valable. Le confinement, les mesures barrières sont là justement pour éviter toute propagation de maladies contagieuses. Le virus influenzé ou bien le SARS-CoV-2 sont des virus qui se comportent de la même manière. Alors les mesures barrières
empêche cette contamination massive. Mais dès que la moindre défaillance dans ces mesures ne sont pas appliquées, eh ben ça flambe de partout. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Alors que l'année dernière, on était vraiment tranquille et puis on était émerveillés de ne pas avoir la grippe. Il y a même eu des théories disant que c'est peut-être que quand on fait la Covid, le virus ne vient pas, etc. Il y a une compétition entre les différents virus. C'est vrai qu'il y a une compétition, mais cette année, on voit que nos enfants sont plus fragiles devant le SARS-CoV-2 que devant l'influenza. Mais les autres virus respiratoires sont toujours là et contaminent de manière très importante nos enfants. Et c'est dommage parce que ces maladies sont assez graves et engendrent bien sûr des dépenses faramineuses dans des hospitalisations, des décès. Et il faudra que les parents d'enfants prennent conscience que le faire respecter les mesures barrières par les enfants est une obligation. Oui. On reviendra en tout cas sur cet aspect de prévention. On y reviendra longuement parce que c'est un aspect très important dans cette maladie justement. On assiste, on le dit depuis le début de cette émission, à une vague virulente de l'épidémie donc de bronchiolite. Beaucoup d'hospitalisations, professeur Drali. Comment peut-on être sûr qu'il ne s'agit pas d'une épidémie également de SARS-CoV-2 ou de Covid-19 chez l'enfant ? Je voudrais juste rappeler, avant de répondre à votre question, que la bronchiolite est un problème de santé publique qui survient chaque année. Ma collègue l'a précisé d'octobre jusqu'à mars. Et c'est une infection virale qui touche les petits. On disait les nourrissons, mais là, on a de plus en plus de cas chez les nouveau-nés. Elle est due toujours à un virus. C'est-à-dire avant on disait les moins de 2 ans, aujourd'hui on dit les moins d'1 an, c'est ça? Non, carrément, dès la naissance, on a eu des cas néonatals, c'est-à-dire quelques jours de vie. Donc, et les virus, on a donc 60 à 70% des cas, c'est dû au VRS, au virus respiratoire syncytial. Oui. On peut avoir l'urinovirus comme d'autres virus qui seront à l'origine de cette inflammation des bronchioles. Et il faut savoir que chaque année, les structures de santé essayent de s'organiser au flux de malades parce que les urgences sont engorgées de beaucoup de patients, les services sont saturés. Et il y a eu des réunions au niveau du ministère de la Santé pour baliser le terrain. Déjà, il y a eu un guide qui a été élaboré justement. La définition, les critères de gravité, les signes, les facteurs de risque. Comment prendre en charge cette bronchiolite parce qu'il faut respecter et que ça soit fait partout. Et dans la dernière instruction, il y a eu une mise à jour de la prise en charge de la bronchiolite qui date de même pas 1 mois, où c'est clair, toute bronchiolite sévère qui est, entre parenthèses, qui va être hospitalisée, est considérée comme infection Covid jusqu'à preuve du contraire, et donc elle doit bénéficier d'un prélèvement. C'est-à-dire qu'il y a eu des échantillonnages, il y en a eu au niveau de votre hôpital par exemple, oui, votre service. Des enfants ont été prélevés systématiquement et fort heureusement, ce n'était pas du SARS-CoV-2. Oui. Professeur Nafti, il est compliqué de faire la différence entre une bronchiolite et une infection au SARS-CoV-2. Tu vois, mes collègues pédiatres seront plus à même de vous parler de là-dessus, mais effectivement, toutes les infections respiratoires basses de l'enfant, pratiquement le même tableau clinique. C'est des gènes respiratoires, c'est des dyspnées intenses, c'est des fièvres ajoutées. Et donc, la confusion est très, très forte. Et on peut facilement se tromper entre une infection à VRS ou bien SARS-CoV-2. Oui. Et donc, la directive du ministère, effectivement, insiste sur le fait qu'il faut faire des prélèvements et ne pas qualifier ces bronchiolites comme étant banales et non pas. Oui. Donc, il faut faire la recherche du virus SARS-CoV-2. Qu'est-ce que ça change finalement, professeur Aïssette, quand on dit qu'il faut traiter une infection, une bronchiolite, comme étant déjà un cas, par exemple, de la Covid-19, un cas probable de la Covid-19? Qu'est-ce que cela change en termes de prise en charge? En termes de prise en charge, même quand on hospitalise l'enfant, ça ne change rien.
On prend en charge de la même manière, c'est un virus. Et comme vous savez, le traitement est symptomatique, que ce soit le VRS, c'est un traitement symptomatique, c'est la désobstruction, l'hydratation, fractionnement des repas, surveillance de l'enfant. Voilà, pour que ça n'évolue pas dans un... La Covid-19 est régie par l'infection, si c'est la Covid, suspicion, est régie par les mêmes directives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, même quand on fait un test antigénique et qu'il est souvent, il faut le dire, souvent négatif, le test antigénique, voire même la PCR négative, si on voit que la forme est sévère, on n'exclut pas la Covid. Aujourd'hui, on fait des tests antigéniques, on ne fait pas des PCR. On peut arriver à faire des PCR quand on suspecte que vraiment... Oui, pas autant. On fait plus souvent les tests antigéniques. Tous les enfants qui sont hospitalisés, on fait des tests antigéniques. Par contre, la PCR, c'est à ceux qui vont vers plus de sévérité, qu'on doit orienter vers les unités de soins intensifs, quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, la prise en charge est la même. Voilà, est la même. On évite la nébulisation, c'est-à-dire là, ce qu'on appelle communément les aérosols, on les évite parce que là, ça va diffuser ou alors on les fait dans des endroits plus clos. Ça peut être un moyen de contagion, en fait. C'est-à-dire diffusion du virus. On dit actuellement, avec la Covid-19, il faut éviter les nébulisations ou les faire dans un circuit assez clos pour les enfants qui nécessitent vraiment. Et encore, les nébulisations, on ne les fait pas. On ne les fait pas, elles ne sont pas à faire dans la bronchiolite, mais je peux vous dire que, bon, maintenant, dans les hôpitaux, on prêche... c'est-à-dire que... C'est un peu systématique, hein, pendant longtemps, ça a été presque systématique. Et maintenant, non, on lutte contre ça. C'est pour ça qu'il y a des directives, pour dire aux gens, non, ça ne doit pas être fait, ça ne doit pas être fait, ça. On répète. On va y revenir, en tout cas, dans les traitements. Voilà. Une question aussi pour vous, professeur Nafti. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, cette épidémie de bronchiolite peut fragiliser davantage nos hôpitaux? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens, vous qui connaissez le milieu des hôpitaux, vous êtes un ancien des hôpitaux, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos hôpitaux sont fragilisés davantage avec des épidémies comme ça, ponctuelles? Oui, juste avant de répondre, je voudrais juste insister sur le fait que l'instruction du ministère de la Santé de faire systématiquement des tests à la recherche de SARS-CoV-2 a une portée d'abord épidémiologique. Parce qu'on n'a pas des données chez les enfants. Et donc, cette pandémie d'épidémie de bronchiolite veut un peu cerner le problème et voir quelle est la place que va occuper le SARS-CoV-2 dans les bronchiolites de l'enfant. Et ça, c'est très important. Il faut que nos collègues pédiatres applique cela pour que l'on puisse avoir une idée beaucoup plus précise, parce que tout le monde dit que c'est du SARS-CoV-2 alors qu'on n'a aucun élément déjà chiffré. Après, il faut avoir les moyens aussi. Et encore faut-il avoir les moyens. Voilà, professeur Nafti, je ne pense pas que c'est la bonne volonté qui manque à nos médecins. Pas du tout. Après, voilà, il faut vraiment, on demande au chef de service ou au pédiatre de le faire. Encore faut-il leur donner les moyens de faire les tests, je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Voilà. Pour revenir à votre question, effectivement, c'est une surcharge supplémentaire que de prendre en charge des enfants avec des bronchiolites comme ça. En plus, il y a eu beaucoup d'hospitalisations. Et cette année, comme vous l'avez si bien dit en début, c'est la flambée. Et donc, c'est une épidémie à l'échelle pratiquement nationale. Absolument. Et donc, la panique voudrait, pour éviter la panique, justement, voudrait faire la part des choses. A-t-on les moyens de faire face à ça? Je pense que nous sommes dans une situation très critique. Déjà que le Covid-19 occupe pratiquement la majorité des services. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a des services qui sont en train de se transformer en services Covid. Tout à fait. Oui. Alors, vous voyez un peu tous ces personnels qui sont, et toutes les maladies chroniques, et toutes les maladies des autres pathologies qui ne sont plus prises en considération, c'est un drame. C'est un drame que vit la population. Et on a toujours espéré, mais malheureusement, c'est une pandémie qui est sans fin. Jusqu'à quand va-t-elle durer? Personne ne peut répondre à cette question. Et nos pédiatres, maintenant, sont eux aussi confrontés à ces problèmes que connaissaient jusqu'à maintenant que les services adultes. Et maintenant, ça se propage à tout. A-t-on les moyens? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Je pense que professeur Drali, vous vouliez rebondir là-dessus, par rapport à la fragilisation de nos services, de nos hôpitaux, face à d'abord la pandémie de la Covid-19 qui nous a déjà fragilisés. Et puis il y a des épidémies ponctuelles comme celle de la bronchiolite qui vient un peu ajouter à la situation. La bronchiolite est attendue chaque année. Oui. Donc, il y a chaque Oui, mais service... on est dans un contexte un peu particulier, c'est pour ça que je pose cette question. Voilà. Oui. Déjà, la bronchiolite, normalement, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Et l'exemple type était l'année dernière. Parce que la bronchiolite se transmet
essentiellement par voie respiratoire, par l'éternuement, par la toux, les gouttelettes de fluche, et aussi ces manuportés. L'année dernière, les gens avaient respecté les mesures barrières et le confinement. Il n'y a pas eu beaucoup de cas de bronchiolite. Après, pour les moyens qui sont délivrés dans les services, mon collègue vient de le dire, tous les moyens sont toujours mobilisés pour prendre en charge l'infection Covid. Mais les structures aussi essayent de s'organiser pour balayer un circuit spécial bronchiolite pour qu'il soit rapidement pris en charge, pour qu'il n'attende pas avec les autres patients, avec les malades qui ont d'autres pathologies. Donc, ça reste insuffisant. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que le but de ces instructions, c'est prévenir, c'est être dès le départ muni de tous les éléments pour prendre en charge cette bronchiolite. Oui, mais ma question était justement celle... ma question voulait dire justement, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de prendre en charge ces malades dans un contexte de pandémie? Alors on sait qu'il y a un problème d'oxygène, on sait qu'il y a un problème de masque, on sait qu'il y a un problème de moyens d'une manière générale. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Je peux répondre fort heureusement que la bronchiolite est bénigne. Dans 93 à 95%, c'est des formes légères. Et le traitement est purement symptomatique. C'est désobstruction nasale, réhydratation, alimentation, éducation de la maman. 1 à 3% relèvent des hospitalisations. Moins de 1% dans les soins intensifs, dans des services de réanimation pédiatrique. Donc, pour la bronchiolite, fort heureusement, c'est pas toutes les formes qui vont être hospitalisées. Imaginez le contraire, là, oui. Mais là, vous étiez devant quand même une vague assez virulente, il y a eu beaucoup d'hospitalisations. Il y a eu des cas modérés à sévères, mais très peu de sévères, et jusque-là, ça a été maîtrisable. Mais il y a eu quand même une explosion, hein, professeur Drali, il faut le dire. Hein, rien qu'à voir la presse, on voit que plusieurs services au niveau national, que ce soit à Sétif ou dans l'Oranie, ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a eu une explosion de cas de bronchiolite et il y a eu beaucoup d'hospitalisations. Monsieur Saadawi, justement, on va voir tout à l'heure, en tout cas tout au long de cette émission, que dans le tableau clinique déjà de la maladie de la bronchiolite, il y a beaucoup de ressemblances avec l'asthme. Je rappelle que vous êtes président de l'association des asthmatiques et des maladies respiratoires d'une manière plus générale. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à dépister les asthmatiques à un âge précoce? Parce que ça c'est important aussi dans la prise en charge de cette maladie. Dépister, je ne saurais vous répondre. Vous êtes dans une association de malades. Oui, nous on reçoit beaucoup plus, à reconnaître cette maladie les gens jeune âge pour les aider et parce que là il y a faire de l'éducation. Il y a une mauvaise prise en charge de ces maladies-là. Oui. Aussi bien médicamenteuse parlant que médicalement parlant. Beaucoup de parents de malades et de malades se présentent chez nous et il n'y a pas de suivi pour ces malades-là. Donc c'est à ce moment-là... Pourquoi il n'y a pas de suivi? Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Parce que ces gens-là ne connaissent pas leur maladie ou parce qu'il n'y a pas de moyens? Quand quelqu'un se présente chez nous et quand on lui pose une question, est-ce que vous êtes suivi par un médecin? Et ils vous disent non. On n'est pas suivi. Des fois, ils prennent des médicaments. Ils sont suivis à un certain moment, puis ils sont abandonnés. Il y a un problème d'observance. Oui. Et surtout, médicamenteux parlant, c'est des gens qui sont... On est vraiment déroutés. Même ceux qui sont assurés sociaux, ils ont des difficultés pour acheter des médicaments. Parce qu'au jour d'aujourd'hui... même ceux qui sont pris même ceux qui ont une prise en charge à 100%, ils payent des dividendes. Alors ceux qui ne sont pas pris en charge à 100%, c'est maintenant du 30-40%. Oui, on va revenir sur ce point, puisqu'on parle de Covid. Comment la Covid-19 a-t-elle impacté la situation des asthmatiques? Est-ce que vous avez vu beaucoup de personnes, par exemple, qui ont souffert de cette maladie? Comment a-t-elle impacté la prise en charge, justement, Elle les a beaucoup impactés parce qu'ils ne trouvent plus de structure pour les prendre en charge. Avec le corona, surtout quand on a passé les périodes là, comme les pics au mois de juin et au mois de juillet, et les médecins ne vous répondent même pas. C'est valable aussi pour les gens qui ont eu le corona. C'est valable pour beaucoup de maladies, malheureusement, monsieur. Même ceux qui ont eu le corona, ils ont des difficultés pour trouver quelqu'un qui va les suivre.
Donc, je vais vous inviter à regarder un reportage justement pour comprendre peut-être mieux de quoi il s'agit, de bronchiolite. C'est un reportage signé Malika Mlel, regardez. Même si elle reste généralement bénigne, la bronchiolite, une maladie auto-hivernale connue chez les enfants en bas âge, moins de 2 ans généralement, est en passe de devenir un véritable problème de santé publique dans notre pays. Et ce depuis quelques années en raison du grand nombre d'enfants atteints en cette période de l'année. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une infection des voies respiratoires hautes, avec donc un écoulement nasal, peut-être une obstruction nasale, une petite gêne respiratoire, un peu de fièvre parfois, et puis le médecin, quand il ausculte l'enfant, il va trouver des sifflements au niveau du thorax, c'est des sifflements des 2 côtés, et puis parfois chez l'enfant de moins de 6 mois, on peut trouver des râles crépitants, ça crépite au niveau du thorax au lieu de râles sibilants. Selon les spécialistes de la santé, la maladie a touché cette année beaucoup plus les nourrissons âgés de 1 à 2 mois. Et face à l'augmentation du nombre de cas de bronchiolite chaque année, l'existence de facteurs favorisant la survenue de cette maladie est multiple. Et dans ce genre de maladie, voici la conduite à tenir de l'avis même des spécialistes. Ce qu'il ne faut pas faire par contre, il ne faut pas donner des bronchodilatateurs. Pas d'antibiotiques de façon systématiquement. Non. Alors, les antibiotiques, c'est dans des cas sévères, on va en parler. Pas d'antitussifs, c'est contre-indiqué chez le jeune nourrisson. Les sirops contre la toux, c'est contre-indiqué. On ne donne pas de corticoïdes. Et puis, pas de kinésithérapie. Et afin de limiter le risque d'infection virale, l'application et la prise de mesures de prévention strictes et appropriées dès la maternité et durant les premiers mois de la vie du nourrisson est vivement recommandée. Alors on voyait justement dans le reportage que cette épidémie a touché particulièrement les nourrissons, voire les nouveau-nés, comme disait le professeur Boufelsaoui. Professeur Aïsset, est-ce que c'est normal qu'on voit une bronchiolite chez les plus jeunes, c'est-à-dire âgés dès la naissance jusqu'à entre 0 et 1 mois, et 2 mois plutôt? Oui, maintenant on voit la bronchiolite même chez le nouveau-né de 15 jours de vie jusqu'à 40 jours. On suppose que là, il y a le fait que les parents ne font pas très attention. Quand la maman allait, elle est enrhumée, elle ne met pas de bavette. Les petits frères et sœurs, quand ils vont à l'école, ils reviennent, ils embrassent le bébé. C'est comme ça parce que le bébé, il va nulle part, lui, il est là. On lui apporte le virus. Et donc, c'est là, il tombe malade. Donc, c'est surtout l'épidémie annuelle, familiale, de grippe ou autre, qui fait que l'enfant, le nouveau-né, est malade. Et donc, on dit que c'est la promiscuité, le fait de ne pas faire trop de prévention, et les parents ne sont pas au courant. En général, c'est de jeunes couples. On a tendance à croire quand même qu'avec la Covid, on a tendance à croire que nos habitudes ont changé. Parce qu'avant, on disait que le masque ne fait pas partie de notre culture. Aujourd'hui, c'est une partie prenante. Oui, parce que vous savez, si vous regardez le guide de bronchiolite, ce qu'on donne comme information dans la bronchiolite, c'était juste comme ça se passe pour le lavage des mains, le port de masque. C'est ce qu'on disait aux parents, ne pas embrasser les enfants. On disait à peu près ça. Donc la Covid a un peu rendu service aux pédiatres. Mais finalement, sur le terrain, ça n'a pas été le cas, puisque les chiffres explosent, c'est vrai. Mais maintenant, les gens vont être informés, ils sont déjà informés. Tout ce qui va pour la Covid va pour la bronchiolite, en matière de prévention. C'est-à-dire rester déjà sur les règles d'hygiène. Mais les chiffres ont explosé parce que l'année passée, il n'y a pas eu, cette année, il y en a beaucoup plus. Mais on a été déjà confrontés. Les années précédentes, il y a eu des années où on avait la même situation que celle de cette année. Pour nous, c'est pas... Peut-être que c'est le contexte aussi qui est un peu difficile. Oui, peut-être. Mais il faut dire que les pédiatres n'ont pas eu trop de cas de Covid. Et donc, peut-être que c'est le juste retour des choses maintenant. Vous me tendez une perche, justement, puisque vous parlez de Covid. Professeur Nafti, peut-être que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à la bronchiolite, mais peut-être que cette émission aussi, c'est l'occasion de rappeler aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans le monde,
que, contrairement à ce qu'on a pu croire au tout début de cette pandémie, que la Covid ne touche pas les enfants, aujourd'hui, force est de croire que ce n'est pas le cas, ou ce n'est plus le cas, peut-être avec les nouveaux variants. Aujourd'hui, les enfants sont bel et bien touchés par la Covid. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, les études se rapportant aux derniers variants montrent qu'il y a... L'Omicron, en l'occurrence. A une tendance à toucher les enfants choisir beaucoup plus les enfants. Oui. Et surtout au milieu scolaire, vous voyez tout le branle-bas qui se fait actuellement à travers le monde, où on veut protéger le milieu scolaire. Parce que c'est là où il y a des clusters qui sont très importants et qui entraînent la propagation importante de ce virus. Et donc, il faut s'accommoder avec le virus et ses variants. Parce qu'il va nous surprendre encore beaucoup plus que cette fois-ci. Et vous allez voir, ça va se propager à tous les sexes et à tous les âges. Et ça va être vraiment une maladie sans fin. Nous allons apprendre à nos dépens, malheureusement, les différentes variations de ce virus. Et il est probable que si nous maintenons les mesures barrières, que si nous prenons des structures qui ne s'occupent pas uniquement des virus, et là je rebondis un peu sur votre question tout à l'heure, l'asthme, actuellement, connaît une flambée extraordinaire. Je suis pneumologue et je ne reçois pratiquement que des asthmatiques. Et bien, vous savez, les structures ne reçoivent plus les malades. Les médicaments sont pris, c'est de l'automédication. Il n'y a plus de correction de traitement. Comme toute maladie chronique, il faut un suivi régulier et un traitement continu. La moindre défaillance... Ça a été biaisé, malheureusement, à cause de la Covid. Voilà, exactement. Oui. Et la moindre non-observance du traitement entraîne l'aggravation des cas. Absolument. C'est ce qu'on est en train, malheureusement, de voir. Et l'appel que je fais ici, grâce à votre émission, c'est il faut que l'on prenne en charge nos malades chroniques, parce que si on comptabilise les décès et les atteintes par le Covid-19, on ne comptabilise pas tout ce qui se passe dans les autres... C'est quoi la solution, professeur Nafti? La solution, il faudra que l'on s'organise. C'est un problème d'organisation. C'est vrai qu'on fait face à une situation exceptionnelle. C'est vrai. Et on doit mobiliser tous les moyens pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les autres, les laisser sur le bas-côté et les abandonner à leur sort. Non, il faudra que l'on s'occupe. Il y a des cancéreux, il y a des diabétiques, il y a des cardiaques, il y a des hypertendus, il y a des asthmatiques, il y a des insuffisants respiratoires. Et tous ces gens-là représentent un contingent très, très important de malades. Et il est recommandé que l'on voit un peu les choses C'est vrai que les moyens nous font un peu défaut à cause de la crise qui sévit, mais il faudra que l'on pense un peu... Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que ça va dans la continuité. C'est-à-dire, au départ, comme vous disiez, c'était un peu une situation d'urgence, mais aujourd'hui, puisque ça s'étale dans le temps, il faudra qu'on s'organise. Vous avez entièrement raison, professeur Nafti. Pour revenir peut-être un peu à la bronchiolite, vous en parliez déjà au tout début de l'émission, hein, professeur Drali. Qu'est-ce qu'une bronchiolite et comment la reconnaître ? Tout simplement une question pédagogique, peut-être. Oui. La bronchiolite est source d'inquiétude des parents, motif de consultation fréquent, qui se voit de manière épidémique, surtout la saison automno-hivernale. C'est une infection des voies aériennes qui survient chez les tout-petits de 0 jusqu'à pratiquement 2 ans. Et elle est responsable, mon collègue, le professeur Boufressaoui, l'a bien décrit, c'est une fièvre qui va s'accompagner de signes respiratoires, parfois de diminution des tétées et de l'alimentation. L'enfant peut être un peu léthargique et... Là, c'est des signes de gravité. Le patient va déjà commencer à avoir ces signes pour lesquels les parents vont consulter. Parfois, on retrouve la notion de contagion ou pas. Et quand il arrive aux urgences, rapidement, les médecins maintenant sont formés. Ils doivent tout de suite identifier les 3 cas de figure. Une bronchiolite simple, c'est un enfant qui va avoir un fébricule, une toux, à la limite une polypnée, mais sans signe de lutte respiratoire. Dès le moment que les signes de tirage muscles accessoires sont présents, on devient dans la forme modérée, qui nécessite une mise en observation, et on a la forme sévère, le cas de figure où il faut tout de suite reconnaître les facteurs de risque et les signes de gravité. Les facteurs de risque, c'est l'âge moins de 6 semaines. On y arrive, professeur Drali. On va revenir sur les profils à risque, on va revenir sur tout ça. Professeur Aïssette, justement, est-ce qu'on peut revenir un peu peut-être
plus, j'ai envie de dire, minutieusement sur les symptômes, parce que c'est important. Alors, professeur Rally a parlé comme ça globalement, et peut-être dire aux parents à quel moment il faudrait s'inquiéter. Parce qu'au départ, on a dit que dans 80%, on a dit tout à l'heure, 80% des cas, la bronchiolite est bénigne. À quel moment il faut s'inquiéter? Peut-être qu'au moment où il y a des tirages, où l'enfant a des difficultés à respirer, c'est ça? C'est vrai que... Alors initialement, c'est une inflammation bénigne, c'est ça? Oui, ça commence par une infection des voies aériennes supérieures. Comme une une rhinopharyngite, voilà, qu'il y ait de la fièvre ou pas. Et après 48-72 heures, 20 à 30% des enfants qui font une infection des voies aériennes supérieures vont évoluer vont faire la bronchiolite. Donc c'est seulement un nourrisson sur 5 qui vont faire la bronchiolite. Et puis il faut dire que la bronchiolite est un diagnostic clinique. Il n'y a aucun examen complémentaire à faire, même pas la radio du thorax, puisque on a tendance à dire radio du thorax, non, à moins qu'il y ait complications. Après, même quand on a plusieurs, excusez-moi là, vous me tendez encore une perche par rapport au diagnostic de la bronchiolite, c'est-à-dire même quand on a des enfants qui récidivent et qui font beaucoup de bronchiolite, à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des tests pour explorer, par exemple, s'il ne s'agit pas d'asthme, encore une fois, parce qu'on en parlait tout à l'heure? Là aussi, on a des définitions. En tant que pédiatre, on a des définitions. Plus de 2 bronchiolites avant l'âge de 24-36 mois, on dit que c'est un asthme. Donc on n'a pas besoin. On a cette définition, et puis tout ce qui est au-delà de 2 bronchiolites, c'est un asthme. Pour nous, c'est pas trop difficile. Mais il y a des enfants quand même qui font beaucoup c'est-à-dire plusieurs bronchiolites, mais qui n'évoluent pas forcément en asthme, non, ça n'existe pas? Pour nous, s'il a 2 bronchiolites, au-delà, le 3e épisode est un asthme. D'accord. Ce n'est plus une bronchiolite. On parle déjà de l'asthme de l'enfant. C'est bon. Il fait 2 bronchiolites. Même si la première, il l'a fait à 15 jours de vie, la deuxième, il l'a fait à 2 mois, à 3 mois, la troisième, c'est de l'asthme. Il est asthmatique. On n'a pas de moyens d'exploration, comme par exemple pour les adultes, on a ce qu'on appelle le FR. Non, le FR, on ne peut pas le faire chez le tout petit. Oui, je sais qu'on ne peut pas le faire, mais je me dis, est-ce qu'il y a un équivalent? À ce moment-là, à la première, pour faire le diagnostic, on fait une radio du thorax pour vous dire qu'il n'y a pas de malformation. C'est plutôt pour le diagnostic différentiel. Dire que c'est de l'asthme et pas une autre malformation qui entraîne ces symptômes répétitifs de détresse respiratoire. Pour parler de bronchiolite. Sinon, pour nous, la définition est claire. L'enfant est asthmatique au-delà de 2 bronchiolites. La 3e, c'est de l'asthme. Maintenant, ce qui fait qu'on va dire que c'est une forme sévère, pas sévère, comme l'a dit le professeur Brali, c'est-à-dire on a des formes, des facteurs de risque. Les facteurs de risque sont liés à l'enfant lui-même, à son état. Est-ce qu'il présente des cardiopathies, des pathologies neuromusculaires, la mucoviscidose, un déficit immunitaire, ou alors juste des conditions socio-économiques défavorables? Pour nous, c'est des facteurs de risque liés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour ces enfants? Ceux-là, ils vont avoir une prise en charge un peu particulière. C'est-à-dire, ceux-là, si jamais il y a un facteur de risque, l'enfant, il est tout bon, il fait une forme même légère, mais s'il y a un facteur de risque, on va le garder en observation pendant 4 heures au niveau d'une structure pour le surveiller, parce qu'il est à risque. Mais sinon, sa forme est bénigne. Mais comme il a un risque d'évolution, de mauvaise évolution, on le garde. Maintenant, s'il y a un facteur de gravité, et les facteurs de gravité, c'est des facteurs qui sont liés à la maladie elle-même. C'est-à-dire une polypnée qui est au-delà de 70. C'est quoi une polypnée? Polypnée, c'est la respiration, la fréquence respiratoire qui augmente. Si elle est au-delà de 70-80 battements minutes, on est dans le risque. Comment on va l'observer? Parce que là encore, on s'adresse aux parents. Comment on va voir ça? C'est-à-dire, on va l'observer au niveau du cou, par exemple, du petit, au niveau de l'abdomen? La polypnée, c'est un compte. Après le tirage, on va leur dire, il tire ici, il tire là, il tire comme ça, les battements des ailes du nez. Les narines. Et on doit bien expliquer. Les battements des ailes du nez, c'est un peu au-dessus, c'est sévère. D'accord. Et puis on leur dit, vous surveillez la prise d'aliments, les tétés. S'il y a une diminution, si ça diminue de plus de 50%, et les mamans vous disent, il ne me prend plus les biberons comme il était, il prend la moitié, il prend rien. C'est-à-dire quand il n'arrive pas à terminer ses tétés, voilà, là, déjà, ça c'est un facteur de sévérité. La polypnée, le tirage quand il commence à être important, la cyanose quand il commence à devenir bleu, quand il commence à faire des pauses respiratoires, là c'est plus sévère encore. Tous ces signes, on les répertorie et on dit s'il y en a un, l'enfant est sévère, il doit être hospitalisé. D'accord. Vous voyez, voilà. Oui. Et puis, il faut dire qu'on doit expliquer, faire de la pédagogie avec les parents, même quand c'est en ambulatoire. Parce qu'il faut vous dire, si 80% des bronchiolites sont bénignes, et on les traite en ambulatoire. Et vu qu'on les traite en ambulatoire, les parents partent chez eux.
Et des fois, c'est dramatique de laisser partir un parent qui ne se sent pas à l'aise, qui ne comprend pas. On doit leur expliquer ce qu'ils ont à surveiller, comment ils surveillent, ce qu'ils ont à faire, même si on doit mettre ça sur ordonnance. Parce que finalement, l'ordonnance d'une bronchiolite est vide. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Mais les parents se sentent mal à l'aise. Et le médecin également, parfois. Vous voyez? Mais donc, parce que vous avez peur que ça évolue très vite, hein, il faut le dire. Ça peut évoluer très vite. Alors, le médecin se sent un peu mal à l'aise de laisser partir ses parents qui eux-mêmes se sentent mal à l'aise. Et donc, on dit au médecin, il faut écrire même les critères à surveiller, les signes à surveiller. On les met sur ordonnance pour que les parents sachent ce qu'ils ont à faire en arrivant à la maison. Au moindre signe, ils n'ont qu'à reconsulter. Oui. Vous voyez. Professeur Drali, alors pour revenir un peu sur les profils à risque, pour résumer un peu, alors c'est les enfants qui ont moins de 2 mois, moins de 4 mois. Moins de 6 semaines. Les prématurés. On reste toujours prudent, moins de 3 mois. Les prématurés, et on a limité aux prématurés moins de 35 semaines, mais ça reste toujours des prématurés. Ma collègue l'a précisé aussi, ceux qui sont porteurs de pathologies chroniques, cardiopathie congénitale, maladies respiratoires chroniques, déficit immunitaire, pathologies neuromusculaires et les conditions socio-économiques où on sait qu'il n'y aura pas une meilleure prise en charge à la maison. Il faut dire aussi que le principal traitement est la désobstruction nasopharyngée. On prend le temps à apprendre à la maman de désobstruer les voies aériennes. Le mouchage, tout simplement, pour le dire simplement. Exactement, voilà. Et donc, les parents sont, comme Mme Aïssette vient de le préciser, sont dubitatifs devant une ordonnance pratiquement vide. Ils cherchent des antibiotiques. Ce n'est nullement le traitement d'une bronchiolite. Ils cherchent des mucolytiques, des corticoïdes, des bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, parce qu'ils ont eu l'habitude, par-ci par-là, de les faire. Peut-être parce qu'on a peur, hein, quand on voit un bébé qui a quand même 15 jours, qui a des difficultés à respirer, on a besoin d'être rassuré. Quand on a des traitements comme ça, voilà, quand on nous dit qu'on n'a rien à lui donner, on est un peu quand même inquiet. J'insiste sur ces médicaments qu'il ne faut surtout pas donner aux patients. Ça va être au plus délétère pour l'enfant. Prendre le temps juste d'expliquer les signes de gravité, qu'ils peuvent consulter à tout moment et que le principal traitement, ce n'est pas ce qu'on vient de citer. Même l'enfant, s'il est hospitalisé, ça sera le même traitement. On rajoutera peut-être l'oxygénothérapie et s'il y a des signes de surinfection, peut-être réaliser des examens complémentaires. Mais ce n'est pas systématique. Et on va de toute façon revenir sur les traitements plus tard. Professeur Nafti, j'aimerais vous faire réagir justement sur l'asthme de l'enfant. À quel moment on parle de l'asthme de l'enfant? C'est comme vient de le dire ma collègue. C'est vrai que il n'y a pas, on avait dit, au bout de moyen d'exploration. On parle déjà d'asthme. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres aussi qui vont intervenir? Par exemple, on a parlé à un moment donné, quand l'enfant répond, par exemple, à un traitement au bronchodilatateur. Ça aussi, ça peut être un indice. Tout à fait. Effectivement, aussi bien l'asthme de l'enfant que de celui de l'adulte, le diagnostic est clinique. On ne sort pas de là. Chez l'adulte, on peut faire appel à l'exploration fonctionnelle respiratoire, rechercher ce qu'on appelle le test de réversibilité, les bronches qui se contractent et qui se dilatent. Pour les tout petits, c'est les tout petits. On n'a pas de test d'exploration. Si, on peut faire pour les tout petits, hein, je parle c'est-à-dire 1 mois ou 2 mois. Voilà, on peut doser le NO exhalé, c'est-à-dire ce qui se dégage. Oui, la fraction d'éjection de NO peut être prise au niveau de la bouche et du nez de l'enfant et on peut, à ce moment-là, avoir une orientation. Mais ça reste une orientation, parce que c'est quoi le NO? C'est un phénomène d'une inflammation qui provient des voies aériennes. Mais ça permet de dire, oui, votre enfant est susceptible de développer un asthme ou pas. Mais ça, ce n'est pas tous les services qui le font, et c'est malheureusement pas passé dans la routine. Et donc, c'est un examen que certains de nos confrères considèrent comme sophistiqué, alors qu'il est très simple et très facile. Avec un outillage portatif, on peut se balader dans les services et faire à tous les enfants. Mais bon, espérons que ça va évoluer, mais ceci n'est pas la clinique, et c'est fondamental. Et on peut, avec ça, et avec la définition qui était donnée par ma collègue, retenir la majorité des enfants susceptibles de devenir asthmatiques. C'est-à-dire ceux-là sont à surveiller. Sont à surveiller, à mettre un peu comme méthode d'observation, et comme a dit ma collègue aussi. C'est important de diagnostiquer précocement un asthme, professeur Nafti. Et comment? C'est une maladie inflammatoire qui évolue. Ne pas traiter un asthme, c'est le condamner à se compliquer. Il se complique.
Et les formes sévères apparaissent justement, c'est les sujets qui n'ont pas observé un traitement dès le début, c'est-à-dire de manière précoce. Plus vite on intervient, et mieux on évite ce qu'on appelle le remodelage bronchique, c'est-à-dire ces bronches qui deviennent un peu difficiles à rendre souples et à rendre dilatables. Oui. Et donc il faut faire en sorte que le traitement soit précocement prescrit, administré et poursuivi. Parce qu'il ne suffit pas de traiter un épisode et de laisser, c'est même entre ce qu'on appelle les crises, il faudra un traitement continu, un traitement anti-inflammatoire. Oui. Monsieur Sadawi, on parle aujourd'hui de 7 à 8% de la population qui sont touchés par la maladie asthmatique. Comment vous évaluez aujourd'hui la prise en charge ? En matière de prise en charge, je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on a parlé beaucoup des thérapeutiques quand même. Il y a une insuffisance dans la prise en charge, aussi bien pour le médicament que pour la consultation. Donc, vous ne pensez pas, on a compris qu'il y avait un véritable problème de suivi qui a été exaspéré par la Covid notamment, mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a quand même une large palette de traitements qui permet quand même d'améliorer la vie d'un asthmatique par rapport à d'il y a quelques années ? Il va falloir avoir la possibilité d'accéder à ces traitements-là. Et c'est le cas de beaucoup de gens, y compris de ceux qui sont assurés sociaux. Ils n'ont pas les moyens pour se payer. Les traitements sont chers, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire, oui. Et je vous ai dit qu'en matière de prise en charge, si au départ on disait que c'est du 80%, maintenant c'est du 40%, du 35%, et même moins pour certains médicaments. Et il y en a beaucoup maintenant qui ne sont pas du tout pris en charge. Pourtant, l'asthme est considéré comme une maladie chronique, elle est reconnue comme étant une maladie chronique aujourd'hui. Mais cela n'a pas... Reconnue, mais... Entre parenthèses, c'est comme si ce n'est pas reconnu, parce que l'asthme est toujours à 80%. Malgré que depuis 2007, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décrété pour l'asthme, l'hypertension et la maladie de Crohn que c'est des maladies chroniques, mais il ne les reconnaît pas à 100%. Ce qui nous gêne encore un peu plus, c'est qu'il y a des gens qui ont accès à des traitements à 100%. Et pourquoi pas les autres ? Vous parlez d'autres maladies ? Pas des maladies, les asthmatiques, d'accord. Il y a des asthmatiques qui ont des traitements à 100%, il y en a, et la plus grande partie, il n'y en a pas du tout. C'est à 80%, et je vous ai dit que les remboursements maintenant, ils vont jusqu'à 30%, peut-être, et même moins pour certains médicaments. Oui. Je m'excuse d'intervenir. Oui, allez-y, bien sûr. Il ne faut pas aussi... La politique de l'État a fait en sorte que l'on reconnaisse et que l'on indemnise presque à 100% toutes les maladies chroniques. C'est un événement social qui est passé sous silence, mais dont on ne connaît pas la portée. C'est quelque chose d'incommensurable parce que des milliers de personnes, d'Algériens, bénéficient de cette aide. Simplement, on ne peut pas donner à 100% à un asthme léger, bénin, qu'à un asthme sévère. C'est-à-dire c'est pas pris de la même manière. Quand vous êtes sévère, vous êtes obligé de prendre 3 à 4 médicaments par jour de manière continue. Quand vous êtes un asthme léger, vous prenez un bronchodilatateur de temps en temps. Donc on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité tous les asthmatiques. C'est-à-dire il y a un classement en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il faut reconnaître qu'une politique de santé a été un effort considérable dans ce pays. Quand on compare uniquement à nos voisins, c'est la révolution. Les gens sont émerveillés devant ce qui se fait ici. Donc il faut être un peu quand même reconnaître. Il reste quand même des choses à faire, professeur Nafti. C'est vrai qu'il y a des prises en charge, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire en termes de maladies chroniques, il faut le dire aussi. Qu'est-ce qu'on craint, professeur Aïssette, dans le domaine dans la maladie de la bronchiolite? On parlait tout à l'heure justement de désaturation. Est-ce qu'on peut mourir d'une bronchiolite? Non. C'est la morbidité qui est importante dans la bronchiolite, c'est-à-dire le nombre de consultations, ce que ça consomme comme médicaments, comme absentéisme au travail des parents, les hospitaliers, tout le coût de la maladie et l'impact que ça a sur la famille, la société, tout ça. C'est la morbidité. La mortalité est très faible. Il y a seulement mais on peut en mourir quand même, hein? Oui, ça peut arriver. Ça va aller en soins intensifs à 2% des bébés, des 3% qui peuvent aller en unité soins intensifs, le 1% qui peuvent voyer. Donc c'est vraiment infime comme taux.
Et donc, les complications, par contre, il y a des complications à court terme, c'est les surinfections, le fait que l'enfant va faire une pneumonie, d'accord, une surinfection bactérienne, il va faire une pneumonie, il va faire de la fièvre qui va continuer, il va donc faire une détresse respiratoire sévère qui va aller en soins intensifs, comme on l'a dit. Mais sinon, les complications, la bronchiolite peut s'associer à une otite moyenne aiguë, des choses comme ça. Mais la plus grande, disons, la complication ou l'évolution à court et long terme, c'est surtout l'asthme. Et je voudrais dire que l'asthme, pour celui qui fait la bronchiolite, les nourrissons qui font des bronchiolites, qui font de l'asthme, c'est l'asthme du nourrisson. C'est très important à définir parce que l'asthme de l'enfant est une chose et l'asthme du nourrisson, c'est un asthme qui peut évoluer d'une manière tout à fait différente. L'asthme du nourrisson peut bien évoluer, il peut disparaître. À l'âge scolaire, préscolaire, l'enfant n'est plus asthmatique, il est bien, il est en rémission. C'est pour ça qu'il est très important de le diagnostiquer précocement. C'est-à-dire de faire un diagnostic quand il y a lieu de le faire, pas précocement. C'est-à-dire c'est un asthme du nourrisson. On a deux bronchiolites, quand on est, la par troisième... exemple, des parents, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que par exemple quand on est des parents asthmatiques ou qu'on a un terrain atopique, est-ce qu'on devrait systématiquement s'inquiéter pour nos enfants? Oui. Alors là, parce que ce que j'allais dire, c'est que l'asthme du nourrisson, je disais, il va disparaître à l'âge scolaire, préscolaire. 4-6 ans, l'enfant est bien, il est en rémission, il ne va plus avoir de symptômes, disons, pour toute la vie, probablement. Mais après, quand on est soi-même, l'enfant lui-même atopique, eczéma, APLV, allergie aux protéines de lait de vache ou qui lui-même présente de l'eczéma, là, oui, il peut garder son asthme et être donc siffleur permanent jusqu'à un certain tout le temps, voire toute la vie, voire... Et on peut en guérir, vous venez de le dire, c'est-à-dire pour dire aux gens qu'il faut prendre en charge. C'est-à-dire en matière d'asthme, on ne parle jamais de guérison. On parle plutôt de rémission, disparition, mais ça peut réapparaître à n'importe quel moment, à la puberté, l'âge adulte, la vieillesse, la ménopause. Ça peut être réveillé par des facteurs environnementaux, les ménopauses, les pubertés, tout ça, même quand il disparaît. Vous voyez, donc on ne parle pas vraiment de guérison dans l'asthme. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est-à-dire que quand les parents, comme vous dites, sont asthmatiques eux-mêmes ou eczéma ou allergie alimentaire, il faut dire que l'allergie alimentaire fait beaucoup partie des facteurs de risque de l'asthme. Et la question principale que vient de vous poser les parents quand vous leur dites « Ah voilà, c'est de l'asthme, l'enfant a un asthme », ils vous disent... On a encore du mal à accepter. On a encore du mal à accepter l'asthme de l'enfant. Tout à fait. C'est un problème au quotidien. Les parents n'acceptent pas. Ils vous disent, même quand vous leur posez la question « Qu'est-ce qu'il a votre enfant ?» Il a une allergie. Ils vous disent jamais il a de l'asthme. Alors que ça reste tabou. Ça reste tabou comme maladie quand même. C'est-à-dire, les parents n'arrivent pas. C'est une maladie grave. Ils connaissent les pompes. Ils n'aiment pas les pompes. La pompe bleue, la pompe blanche, l'orange. Ils connaissent tout ça, mais ils ne veulent pas. Vous voyez. Pourtant, ça a révolutionné le traitement de l'asthme. Oui, ça a révolutionné. Ça donne... Mais là, je vous dis, les parents n'aiment. Et donc, quand les parents eux-mêmes, l'allergie alimentaire est un facteur de risque important de persistance. Voilà, comme j'allais vous dire, c'est les parents, vous posez la question, est-ce que mon enfant va garder son asthme ? Est-ce qu'il est asthmatique pour tout le temps? Alors nous, on a des facteurs prédictifs. Des facteurs prédictifs de dire cet asthme va persister, cet asthme non, probablement. Et donc on a des scores, vous voyez, et donc tout ça se fait dans le... On peut leur dire au jour d'aujourd'hui, votre enfant va. Et le fait que l'enfant lui-même soit atopique et les parents eux-mêmes probablement atopiques, sont des risques de pérennisation de la maladie, vous voyez, et de persistance. Professeur Nafti, vous voulez réagir sur la question justement du fait de guérir de l'asthme ou pas lorsqu'on est... L'asthme, on ne le guérit pas, on le soigne. C'est la phrase à donner aux parents. D'accord. Est-ce que mon fils va guérir? Je dis non. Je ne vous dis pas qu'il va guérir, mais je vous dis on peut le soigner et il peut mener une vie strictement normale. Et grâce à vous, et grâce à votre prise en charge de votre enfant peut ne plus avoir de symptômes et ne plus avoir de crise. Et c'est ça qu'il faut faire entrer dans la tête des gens, parce que tous, je me mets à la place des parents. Moi-même, je suis père, et donc je vois mes enfants. Dès qu'ils étouffent, je panique. Imaginez la maman, le papa qui voit son fils de manière périodique faire des crises.
Mais c'est très angoissant. Absolument. Alors on leur dit non, c'est pas ça, mais ils peuvent vivre normalement avec son asthme. Oui. On revient un peu sur la prévention parce que c'est très important. On est presque à la fin de cette émission. Alors la prévention de la bronchiolite, bien entendu, on ne peut pas prévenir à l'évidence l'apparition de l'asthme, mais on peut prévenir la bronchiolite. Oui, bien sûr. Oui. La bronchiolite passe essentiellement par la prévention, le traitement. Alors c'est pas les bronchiolites à répétition qui vont provoquer l'asthme. Il faut qu'on s'entende. Non. Il y a la bronchiolite, les nourrissons peuvent faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire une fois la bronchiolite? Pas une fois. Est-ce qu'on peut dire mais dès le moment que la bronchiolite fragilise les bronches, par exemple? Il y a des théories sur ça, effectivement. Dès le moment qu'il fait sa deuxième bronchiolite, s'il y a un terrain d'allergie personnelle ou familiale, là, on se dit. Ça va être probablement un asthme dit viro-induit, comme ma collègue l'a bien décrit. Si il n'y a pas ce profil virologique, mon collègue aussi a décrit l'asthme allergique. Et c'est cette allergie, on ne va pas guérir de son allergie. On est stabilisé par un traitement qui évitera le remodelage. Pour revenir à la question... On termine sur la prévention. Oui. Les théories avancent qu'il y a une certaine virulence d'un certain type de virus qui est appelé rhinovirus, qui est retrouvé dans quelques bronchiolites, qui fera que la bronchiolite évoluera probablement vers l'installation d'une inflammation chronique. Mais il y a une atopie aussi associée à ça. Finalement, ce n'est pas que le virus. Il y a le virus avec une brèche au niveau des cellules épithéliales secondaires et une inflammation provoquée par de l'atopie qui était préexistante déjà. Voilà. Et pour revenir au traitement de la bronchiolite, c'est la prévention, c'est mesures barrières, confinement, bien sûr, veiller à la bonne hydratation et à l'alimentation, guetter les signes de gravité pour consulter à l'hôpital. Voilà. Alors, rappelez, peut-être, professeur Aïssad, justement, rappeler aux parents qu'il est très important, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est jamais assez, parce que généralement, c'est comme ça que les enfants sont contaminés. Rappelez aux parents la nécessité de porter un masque aussi, par exemple, lorsqu'on est enrhumé. Le tabagisme aussi peut être dangereux. Très important, c'est la fumée. La fumée, le tabac. C'est une des mesures de prévention sur laquelle on insiste, nous les pédiatres. Il n'y a pas pire que le tabac pour faire du mal aux bébés qui vont faire des bronchiolites et ultérieurement aux enfants asthmatiques. Vous voyez? Et donc, le tabac, les atmosphères bien aérées. Quand on a un enfant malade d'une bronchiolite, c'est pas pour ça qu'on va allumer les radiateurs, surchauffer l'atmosphère. Il faut garder un 19-21 degrés. Insister sur l'allaitement maternel. Il faut que les mamans allaitent leur enfant. C'est toujours une mesure de prévention vis-à-vis de beaucoup de maladies, et entre autres la bronchiolite. Donc, on insiste sur les atmosphères bien aérées, sur éviter le tabagisme, éviter la promiscuité, surveiller l'enfant, ne pas embrasser les enfants, porter un masque quand on est malade à la maison, les petits frères, la mère, la maman, le papa. Donc tout le monde doit porter un masque. Sur les traitements pharmacologiques, est-ce qu'on peut dire un mot aussi avant la fin de cette émission? Rappeler quels sont les traitements? Les traitements de la prévention, sont réservés. Pas la prévention, oui, bon, ça c'est les traitements. Oui. Vous voulez parler des traitements prophylactiques? Prophylactiques aux enfants à risque. Non, je parlais plus des traitements. Qu'est-ce qu'on donne aujourd'hui comme médicament pour une bronchiolite ou une bronchiolite qui se complique notamment? Qui se complique, c'est-à-dire s'il y a une surinfection, si on a une fièvre qui dure plus de 72 heures, on va chercher la pneumonie, l'otite moyenne, quelque chose comme ça, une infection. Vous voyez, une antibiothérapie. On fait une radio du thorax. Peut-être qu'on a des troubles de la ventilation, c'est-à-dire qu'un bouchon muqueux, vous savez, il y a de l'hypersécrétion, il y a de la sécrétion. Ça va boucher, ça va donc boucher des segmentaires, ça va nous donner des images des troubles de la, ce qu'on appelle troubles de la ventilation. Et là, auquel cas, il n'y a pas de traitement, mais on fait le diagnostic. Il y a une pneumonie quand on fait une radio du thorax. Vous voyez, il y a un épanchement pleural, gazeux ou liquidien. On traite. Alors aujourd'hui, on ne fait pas de nébulisation, on fait pas de... Dans la bronchiolite, non. Dans la bronchiolite, non. Et nous, on essaie. Et avec les instructions, pas de nébulisation, pas de bronchodilatateur. La kiné, c'est aux enfants à risque, ceux qui font des mucoviscidoses, des pathologies neuromusculaires, vous voyez, c'est réservé. Elle n'est plus systématique. Par contre, pour les traitements chez les enfants la cortisone aussi, on ne donne plus? Non. Et là, on donne, nous, les pédiatres, on a toutes les instructions annuellement, depuis plusieurs années, 2007, 2019, même 2021, on n'insiste pas de
thérapeutique. La DRP, des obstructions rhinopharyngées, l'hydratation, fractionnement des repas, consigne aux parents de surveillance. Voilà ce qu'on fait. Oui. Alors, on va terminer avec vous, hein, monsieur Aissaoui. Sidawi, pardon. Comment vous aidez aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez et comment vous aidez les malades atteints d'asthme? Comment on aide? D'abord, on fait de la sensibilisation. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les malades connaissent leur maladie? Est-ce que nos asthmatiques connaissent leur maladie aujourd'hui, monsieur Sidawi? C'est ce qu'on essaye. Parce que c'est très important, l'éducation thérapeutique. Oui. C'est de faire connaître la maladie aux parents et à l'asthmatique lui-même. Et on essaye de le sensibiliser pour qu'il puisse se prendre en charge lui-même. Oui. Et ça, on le fait avec des médecins qui travaillent, bien sûr, généralement dans le secteur public. Et notamment, pas plus loin que hier et avant-hier, on avait organisé une journée d'information et de sensibilisation sur l'asthme de l'adulte et de l'enfant à Ménéa. Oui. Et c'est le professeur Boufersaoui avec 2 autres médecins, Dr Benkassimi pour les adultes et Dr Itachi, qui se sont déplacés là-bas pour 2 jours, une journée pour la sensibilisation, et il y avait même des médecins généralistes qui ont assisté en guise de formation continue. On n'a pas la prétention de faire ça, mais on essaye d'aider. Et une 2e journée pour la consultation spécialisée. Oui. Donc, c'est pas rien. Le fait de faire connaître aux gens la maladie, c'est déjà beaucoup. Ah oui, c'est déjà l'inscrire sur un chemin de prise en charge. C'est très important. Notre rôle. C'est le rôle de l'association. Là, quand on a du médicament aussi, on distribue du médicament. Peut-être rappeler pour terminer. Il y a aussi du matériel nécessaire pour les asthmatiques et les insuffisants respiratoires que nous distribuons au niveau de l'association. Peut-être rappeler au mot de fin que vous avez un site internet justement pour que les gens puissent peut-être vous poser des questions. Oui, nous avons un site internet et il y a l'adresse. Rappelez votre site, on termine avec ça. Le site internet, il suffit d'aller sur Google et de taper Asthma-Resp et on aura tous les renseignements nécessaires sur cette association. Merci beaucoup. On termine justement sur votre adresse web. Merci messieurs, dames d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a pu quand même aider les parents et que ce soit les parents des tout petits ou les parents d'asthmatiques. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous vendredi. Au revoir.